Je pense que quand on choisit les études de santé, on a quand même vocation, en tout cas, on a un certain nombre de valeurs communes avec ce que peut recouvrir le service public. Le temps qu'on trouve une solution, j'avais une solution de secours avec une personne qui pouvait arriver à 11 heures, il y avait quand même des traitements à distribuer et autres. Je me dis, allez, ok, c'est pas grave, je vais juste remettre la blouse 1 heure pour gérer les 2-3 urgences. Voilà, distribuer les médicaments, c'est quelque chose que je sais encore faire, j'ai la connaissance, on est dans une situation de crise, je le fais. Si un résident veut rentrer avec son animal domestique, qu'est-ce que vous faites ? Et on a déroulé la question jusqu'au moment où ils nous ont dit oui, mais si c'est un coq et qui chante tous les matins à 8 heures. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des jeunes fonctionnaires pour transmettre leur ambition pour la chose publique. En revenant d'abord sur leur parcours personnel, on essaie de comprendre le cheminement pour devenir fonctionnaire. Ensuite, on se concentre sur leur poste et sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, des conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour d'Ève Guillaume, 33 ans, directrice d'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes à Saint-Ouen, structure publique, de revenir sur son parcours. Infirmière de formation, on évoque les défis de sa structure hébergeant 80 personnes, avec les particularités de la Seine-Saint-Denis. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast et à le partager à 2 personnes autour de vous si vous aimez le contenu, car ça aide pour la visibilité. Enfin, ce podcast est produit avec le soutien de la CASDEN, la banque des agents de la fonction publique. Bonne écoute. Bonjour Ève. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais d'abord te présenter et ensuite on parlera de ton parcours, de ton métier de directrice d'établissement d'hébergement pour des personnes âgées dépendantes, les EHPAD, on l'a dit une bonne fois pour toutes. On gardera EHPAD pour tout le reste du podcast. Alors Ève, tu es née en juillet 1990 et tu commences le post-bac en 2010 en préparant pendant 3 ans le diplôme d'état d'infirmier à l'Institut de formation en soins infirmiers de Laxou, à côté de Nancy. C'est un IFSI. Pendant ces 3 années, tu t'engages aussi à côté en tant que militante dans des associations. Donc tu seras notamment présidente de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières, la FNESI, l'année de ta 3e année. Et à l'issue de ta 3e année de l'IFSI, dont tu sors diplômée en juin 2013, tu deviens attachée de presse de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, pendant 1 année, en guise un petit peu d'année de césure. Cependant, tu quittes cet engagement associatif et militant en septembre 2014 pour intégrer un Master 1 Santé publique Parcours Sciences Sociales à l'École des Hautes Études en Santé publique et un Master de Pilotage des politiques et actions en santé publique, dont tu sors diplômé en septembre 2016. Tu y feras notamment 2 stages, l'un à la Fédération hospitalière de France pendant 3 mois, l'autre à l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France pendant 6 mois. En même temps que tu commences à préparer les concours, tu es chargé de développement de Gécolib, une association qui a pour objectif d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients et les conditions d'exercice des professionnels de santé par le développement de l'exercice coordonné, pendant un peu plus d'1 an, avant de réussir le concours de directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social en janvier 2018. Tu y feras 2 stages, le premier au cabinet d'Agnès Buzyn, alors ministre des Solidarités et de la Santé, pendant 3 mois, et le second à l'EHPAD public La Seigneurie, à Pantin, dans le 93, pendant 8 mois. Aujourd'hui, tu es directrice à l'EHPAD public Lumière d'Automne à Saint-Ouen depuis 4 ans. Ève, quel est ton plus beau souvenir sur ton parcours personnel que tu as envie de nous partager ? Alors, je dirais que c'est en septembre 2013. On est au congrès de Lyon, de la FAGE, donc la Fédération des associations générales étudiantes, qui est aujourd'hui le premier syndicat étudiant. Et ça va être pour moi le moment de mon élection au sein du Bureau national, qui est un moment important, je pense, dans mon parcours, parce que c'est là où ça va m'ouvrir une autre vision sur aussi mon projet professionnel, qui finalement va m'apporter un autre bagage que le bagage scolaire sur la citoyenneté, le fonctionnement de nos administrations, l'ouverture sur le monde politique. Donc vraiment une ouverture. Et puis en plus, cette année-là, l'invité d'honneur est Paul Boucher, qui est un ancien résistant, président d'honneur d'ATD Quart Monde, et surtout qui est un rédacteur de la Charte de Grenoble, qui est un texte fondateur pour les mouvements étudiants, et qui va nous transmettre toute l'importance de s'engager, de faire société, et puis finalement de toujours croire en un monde utopique et de tendre vers cette utopie. Et ça a été vraiment un moment assez fort, en tout cas dans mon engagement.
une sorte peut-être de réveil ou de transformation, d'évolution, mais tu étais déjà engagé, parce que je suppose quand même on ne devient pas membre du Bureau national et après on prend la présidence de la FNSEI, comme on l'a dit, sans avoir rien fait avant. Donc tu avais déjà ce goût pour l'engagement associatif, militant, pour la défense d'intérêts d'une famille. Pour toi, c'était les infirmiers. Comment ça t'est venu ce goût-là? Alors je pense que les choses se sont faites aussi par des rencontres. Donc je suis rentrée, tu l'as dit tout à l'heure, à l'IFSI de l'Axou comme étudiante infirmière. Je me rends compte assez vite que j'ai envie de voir aussi d'autres choses à côté de ma formation. J'ai choisi l'IFSI aussi parce que je sais que je vais obtenir un diplôme de licence et je m'étais dit que voilà, ça me permettait d'aller vers un métier. Mais que peut-être, à l'issue de ces 3 années de formation, ça pouvait aussi m'ouvrir vers... enfin, en tout cas, j'avais déjà en tête la possibilité peut-être de pouvoir poursuivre derrière. Donc j'avais aussi envie de voir un peu autre chose. Et j'ai la chance d'avoir été dans un institut avec une directrice qui était elle-même très engagée et militante, et qui, quelque part, le transmettait assez bien à ses étudiants. Et c'est par son biais que je vais connaître la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, et que je vais prendre contact avec eux et que je vais commencer à m'engager, d'abord classiquement en allant à des événements, et puis petit à petit en rentrant dans les instances de gouvernance jusqu'à en prendre la présidence. Mais tu me dis que tu commences en 2010, tu es né en 90, donc nécessairement ton bac c'est 2008 à peu près. Oui. Qu'est-ce que tu as fait entre-temps et comment tu t'es dit c'est infirmière, les études d'infirmière qui me correspondent? Alors l'orientation pour moi ça a été quelque chose un petit parcours en tout cas où j'ai eu besoin de mûrir mon projet, peut-être plus que d'autres. J'étais pas forcément très scolaire, mais voilà, j'avais fait un baccalauréat scientifique et je savais que je voulais plutôt me tourner vers le milieu universitaire. Du coup, assez classiquement, je me suis inscrite en première année de médecine parce que le champ de la santé de manière générale m'intéressait. Et puis je fais quelques semaines et je me rends assez vite compte que ça va être compliqué pour moi et que ça correspond pas tout à fait à ce que je venais chercher. Donc je commence déjà à réfléchir à ce que je pourrais faire après. Donc finalement, je sais déjà que cette année-là va pas m'amener à valider. D'ailleurs, assez rapidement, j'arrête complètement de suivre mes cours. J'essaye de préparer les concours d'entrée en école de kinésithérapie, mais seule dans mon coin, ce qui, franchement, quand on sait après ce que peut impliquer une préparation au concours, était de toute façon certainement voué à un échec. Et puis, je commence à essayer de me renseigner sur ce que je veux faire. Je fais une petite expérience à l'étranger. Je pars 2 mois aux États-Unis pour essayer de pratiquer un peu l'anglais. Et à mon retour, je me dis, finalement, vu que le champ de la santé m'intéresse, pourquoi pas faire des études d'infirmière. Alors, ma mère était infirmière. Enfin, elle l'a été en tout cas quand j'étais plus jeune. Enfin, je l'ai même quasiment pas connue en tant qu'infirmière, parce qu'après, elle est partie dans l'enseignement. Mais donc, du coup, j'avais peut-être eu aussi une appétence vers ces métiers-là que je connaissais. Donc, j'ai commencé à me renseigner et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à passer les concours. Il se trouve que l'IFSI que j'ai fait commençait en février. Donc j'avais cette période de latence, encore une fois, d'un trimestre que je voulais aussi mettre à profit. Et je m'étais inscrite à l'université en STAPS pendant ce temps-là, à la fois parce que j'aimais le sport, donc je m'étais dit que tant qu'à faire, autant occuper ce temps-là aussi en allant chercher des enseignements qui correspondent aussi à des choses que je pratique en termes de loisirs, et aussi parce qu'il y avait déjà des cours d'anatomie, de physiologie, et donc que ça me préparait déjà en bonne partie à mes premiers mois à l'IFSI et que c'était assez en lien avec le monde de la santé. Tu fais partie un petit peu dans cette promo des personnes les plus motivées peut-être avec déjà un mini bagage STAPS. Donc comment elle se déroule cette formation? Ça se passe très bien, tu as du temps à côté pour t'engager. Est-ce que la bascule pour entrer en Master 1, présenter des concours de directrice d'établissement par exemple, c'est quelque chose qui est courant dans les IFSI? Est-ce qu'il y a une portion d'élèves infirmiers qui basculent ensuite dans des formations encore plus sélectives? Alors, finalement, quand on rentre à l'IFSI, on passe déjà un premier concours. Et tout au long de la carrière, quand on veut évoluer en tant qu'infirmier, on va être aussi amené à nouveau à repasser des concours, que ce soit pour l'école des cadres, que ce soit pour devenir directeur des soins, pour devenir cadre supérieur de santé, pour faire une spécialisation d'infirmier anesthésiste, de puériculture. Tout passe par des concours. Donc quelque part, culturellement, dans la profession infirmière, c'est quelque chose qui se fait. Aller vers des métiers de direction,
pour le coup, c'est pas forcément courant. Et aller vers un master, à l'époque, c'est les prémices, on va dire, de la poursuite d'études vers les masters, mais c'est pas encore quelque chose d'ancré. Aujourd'hui, il y a des masters en pratique avancée. Il faut avoir un certain nombre d'années d'exercice, normalement, avant de pouvoir entrer en formation dans ce type de master. Mais on sent en tout cas que de plus en plus, il y a des étudiants qui franchissent le pas d'aller directement en master. En tout cas, dans mon master 1 à l'EHESP, j'étais pas la seule infirmière et j'étais pas la seule à être en sortie d'études à ce moment-là. D'accord, donc ça commence et tu fais partie un peu des pionnières, si je puis dire, avec des promos mélangés où tu peux apporter ton expérience d'infirmière, puisque je suppose quand même que tu as pratiqué un petit peu pendant ces 3 années, mais tu as aussi cette expérience d'attaché de presse à la FAGE. Comment un petit peu ça t'a aidé aussi pour les concours, pour le Master 1, pour ta construction personnelle? Je dis souvent que l'engagement à la FAGE, et on est plusieurs anciens militants à le dire, que c'est un peu le Sciences Po ou l'ENA buissonnier. Parce que finalement, on y développe plein de compétences, mais plutôt sur le terrain en pratiquant beaucoup de choses. Et c'est vrai que la FAGE a ce côté d'association d'éducation populaire, où on y expérimente plein de choses, et puis des choses un peu folles, parce que finalement, un jour on peut se retrouver en rendez-vous avec un ministre, le lendemain on se retrouve sur des terrains d'élection à devoir aller convaincre des étudiants, le surlendemain on est à un événement où il faut aller former des futurs militants. Donc on développe des compétences qui sont hyper vastes. Donc ça m'a vraiment aidé à avoir une grille de lecture aussi assez différente de notre société, de comment fonctionnent les politiques publiques. Et ça m'a outillé en termes de méthodologie de projet, de capacité aussi de travail, à s'organiser, etc. C'est des compétences qui me servent encore aujourd'hui. Et je dirais que pour moi, ça a presque été la meilleure école, en fait. C'est vraiment une expérience qui m'a certainement le plus apporté en très peu de temps. Tout à fait compréhensible sur ces soft skills, sur ces apprentissages d'engagement associatif et encore plus à haut niveau, puisque c'était quand même au Bureau national et avec des rencontres. Je ne pense pas que tous les étudiants rencontrent le ministre de la Santé voilà, pour défendre les intérêts de la profession et argumenter. Pour autant, tu arrêtes cet engagement quand tu es en Master 1, Master 2. Est-ce que c'est un peu à contre-cœur? Comment tu vois les choses à ce moment-là? C'est pas à contre-cœur parce que je pense que j'étais allée au bout de mon engagement par le biais d'être au Bureau national et que je voulais absolument faire la bascule entre cet engagement militant et l'apport de connaissances peut-être plus théoriques et faire du lien aussi avec le volet un peu universitaire et recherche pour vraiment concrétiser tout ce que j'avais appris pendant ces années militantes. Donc finalement, c'était aussi traduire par un diplôme tout ce que ça avait pu m'apporter et puis l'enrichir aussi différemment. Et comment tu vois le concours en lui-même? Est-ce que tu te dis, tu rentres en Master 1 et tu sais que tu vises les concours directeur d'hôpital, EN3S, D3S, enfin, tous ces concours un peu du métier du social et du paramédical, ou en fait tu découvres ça plus tard? Parce que d'une certaine manière, il y a souvent une question que je pose, c'est est-ce que tu voulais être fonctionnaire puis tu as choisi ton secteur d'activité, ou est-ce que c'était plutôt le secteur d'activité que tu as choisi et accessoirement, ok, je peux exercer en tant que fonctionnaire? Je suppose que quand tu rentres en médecine et après en études d'infirmier, c'est plutôt le côté médical qui t'intéresse. Comment tu vois les choses quand tu arrives en Master 1 avec vraiment des gens peut-être autour de toi qui, eux, rêvent de concours? Je pense que quand on choisit les études de santé, on a quand même vocation, en tout cas, on a un certain nombre de valeurs communes avec ce que peut recouvrir le service public. Donc il y a un peu une certaine évidence autour de ça. Maintenant, dans mon choix d'aller faire un master à l'EHESP, donc à l'École des hautes études de santé publique de Rennes, contrairement à beaucoup, c'est pas en lien avec le fait des concours. Et je pense même qu'à cette époque-là, je n'ai pas forcément conscience que c'est l'école qui forme les futurs directeurs d'hôpitaux. J'y vais parce que c'est la première école qui s'est intéressée à l'évolution du métier infirmier et qui a proposé le premier master en France en sciences infirmières. Donc je connais cette école-là parce que j'y ai rencontré des enseignants-chercheurs et des personnes qui militaient pour cette universitarisation de la profession infirmière pendant mon parcours militant à la FNESI puis à la FAGE. Donc je me dis, cette école, c'est l'école de la santé publique, c'est là où sont les personnes qui font une bonne partie de la recherche, en tout cas c'est l'image que j'en ai. Et je me dis, si je veux faire un master en santé publique, c'est certainement le meilleur endroit pour le faire. Donc je candidate à différents endroits, mais c'est vraiment à Rennes que j'ai envie d'aller. Et j'ai la chance d'être prise dès le master 1.
Et c'est en arrivant à Rennes que je comprends ce mécanisme de filière avec des élèves directeurs qui sont là, qui sont mélangés avec des étudiants en master. Et finalement, c'est nous, les étudiants en master, qui sommes un peu étrangers. Et je n'avais pas du tout conscience de ça en arrivant, parce que le développement des masters à l'EHESP, à cette époque-là, est quelque chose d'encore assez récent par rapport à toute l'historicité de ces filières de formation fonctionnaire. Donc du coup, je découvre un nouveau monde et je côtoie un nouveau monde. Mais à cette époque-là, je ne pense pas que les concours sont quelque chose pour moi. Je m'y intéresse finalement assez peu. Dans ma promotion, il n'y a qu'une personne ou deux qui envisagent de passer les concours, et plutôt les concours d'inspecteurs, donc fonction publique d'État, que des concours de directeur. C'est à travers mes stages à la Fédération hospitalière de France, c'est vraiment la première fois qu'on me dit, à la fin de mon stage, mais pourquoi tu ne penses pas à passer les concours de directeur des hôpitaux ? Et à cette époque-là, moi, j'ai plutôt une appétence à vouloir aller vers la recherche, et j'ai commencé plutôt à me poser la question de faire une thèse, mais je ne voulais pas faire une thèse de recherche classique. J'aurais voulu plutôt aller sur un contrat de type CIFRE, avec vraiment un ancrage professionnel terrain fort. Ce sont des thèses où le partenaire, l'entreprise, finance Voilà. à hauteur de 50% ou la totalité peut-être du contrat. Oui, j'ai plus forcément en tête, mais effectivement, l'entreprise devient un partenaire et aide à financer le projet de thèse. Et forcément, il y a un choix de sujet de thèse qui doit allier à la fois les envies du doctorant et aussi Bien forcément sûr. du terrain professionnel. Et alors, pourquoi pas une thèse ? Pourquoi pas une thèse ? Alors, je vais ensuite en stage à l'Agence régionale de santé Île-de-France avec Liliana Jovic, qui à l'époque est une directrice des soins, mais qui participe énormément à la recherche en sciences infirmières. Elle a notamment fondé la revue de recherche en soins infirmiers, l'ARCI. Et donc, je vais vers elle justement dans cet espoir-là, et en tout cas dans cette envie de découvrir plutôt ce volet-là, avec une mission de stage qui est sur une évaluation de politique publique, où je fais beaucoup de liens avec des enseignants de l'école, et où elle m'accompagne véritablement. Et finalement, je m'aperçois que ça m'intéresse, que ça m'enrichit beaucoup, mais que je me vois peut-être pas faire ça quotidiennement. Et en même temps, je vois le fonctionnement de l'agence, et il y a ce volet un peu aussi stratégique, être impliqué dans les décisions, qui m'attire toujours et qui fait beaucoup écho aussi avec mon parcours militant d'avant, de se dire que construire des projets qui peuvent correspondre à des attentes, des besoins, soit de la population pour améliorer le système de santé, ça reste quand même ce qui me motive de prime abord. Et c'est là où l'idée de passer les concours me vient, parce que je me dis que finalement, si je veux réussir à être sur une position stratégique, où on peut avoir un peu les choses en main pour essayer de faire avancer certaines choses, c'est quand même plutôt sur des fonctions de directeur. D'accord, donc le choix du concours, il arrive vraiment à la fin et tu vas le préparer pendant un an et demi. On reviendra dans la partie 3 sur comment tu as préparé ce concours-là, quel piège tu as évité peut-être. Mais à ce moment-là, est-ce que tu as une ambition pour la fonction publique, une ambition particulière où tu dis, je peux faire la différence, je peux vraiment entrer dans cette grande famille des fonctionnaires dans le métier social, médico-social, ou peut-être même aujourd'hui une ambition que tu portes, peut-être avec le recul, aujourd'hui quand même après 4 ans d'expérience, quelle ambition tu portes pour la fonction publique ? Je pense qu'à l'époque, au moment où je m'engage dans les concours, mon ambition est de voir comment on peut accompagner le changement dans un établissement et comment on peut réussir à moderniser les choses. Parce que quand j'étais infirmière, j'avais conscience de pas mal de problématiques qu'on pouvait rencontrer au quotidien, par des problèmes de gouvernance, de choses qui étaient très difficiles à faire bouger. Et je voulais me laisser convaincre que les choses étaient possibles et que parfois, peut-être en apportant un autre regard, on pouvait réussir à faire bouger les lignes. En tout cas, je voulais essayer de voir pourquoi des fois les choses étaient aussi compliquées. Et est-ce que c'est chose faite ? Est-ce que c'est chose réussie ? Aujourd'hui, en tout cas, dans un établissement à la taille du mien, je trouve que oui, on peut vraiment impulser des choses quotidiennement. Et peut-être que maintenant, mon regard s'élargit encore plus, notamment avec un engagement encore plus fort à destination directement de l'usager. D'accord, très bien. Dernière question avant de basculer sur la partie 2. Est-ce que tu as un objet, une œuvre d'art, un livre, un film, qui représente bien... Alors, ça peut être le métier d'infirmière,
mais surtout celui de ta qualité aujourd'hui, directrice d'EHPAD. Est-ce que tu as une œuvre qui te vient en tête qui représente bien ce que c'est ? Alors, je me suis peut-être fait biaiser par l'actualité, notre actualité professionnelle, mais je pense à Indignez-vous de SL, parce que en ce moment, en tout cas sur les dernières réunions et les derniers temps d'échange que j'ai pu avoir avec des collègues directeurs, il y a quelque chose qui monte un peu, parce qu'en ce moment, on est face à des difficultés financières qui sont importantes, des difficultés de recrutement. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et je trouve que notre corps professionnel est un corps professionnel qui est assez militant. Et que finalement, pour accompagner nos résidents, nos usagers au quotidien, il y a besoin d'avoir une vision prospective et il y a besoin de vouloir tendre vers quelque chose, vers un idéal qui peut-être n'est pas atteignable. Mais en tout cas, on a besoin d'être motivé par ça pour réussir à faire avancer nos structures. Le engagez-vous est peut-être plus concret parce qu'il permet de transformer le indignez-vous. Et enfin, si j'en fais une critique, c'est qu'on reste beaucoup sur l'indignation du moment. Oui. Et voilà. Et après, Le engagez-vous permet quand même d'aller un peu plus sur comment derrière l'indignation, on construit quelque chose. Parce que en fait, c'est bien de s'indigner, mais il faut aussi du coup s'engager. Et c'est peut-être aussi parfois ce qui manque, parce que c'est facile oui, bien sûr, de dire que tout va mal. De critiquer, oui. D'accord, donc engagez-vous, mais je crois qu'on n'attendait pas cette dernière question pour le savoir, vu ton parcours. On s'engage et bien sûr on fait avancer les choses. On bascule en partie 2 pour parler de ton métier de directrice d'EHPAD. Ève, aujourd'hui tu es directrice à l'EHPAD public Lumière d'Automne à Saint-Ouen depuis 4 ans. Avant de parler du métier de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social, on peut parler rapidement du concours pour connaître un petit peu quelles sont les exigences, quelles sont les matières. Je te laisse peut-être présenter les épreuves écrites et orales. À l'écrit, il y a les épreuves un peu classiques, l'épreuve de culture générale et la note sur dossier, qui a peut-être une petite particularité sur les concours de directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ou de directeur des hôpitaux, c'est que c'est plutôt une note d'aide à la décision qu'une note de synthèse classique. Et ensuite, on doit choisir 2 matières techniques parmi un certain nombre de propositions. Je crois qu'il y a évidemment les matières très classiques de droit public, d'histoire, mathématiques, comptabilité, finances publiques, de la santé droit, publique. ouais, droit des hôpitaux, et avec un petit ajout sur la partie des 3 S pour le volet droit médico-social, santé publique, etc. Législation de la sécurité sociale. Exactement. Donc on en a 2 à prendre, et puis ensuite les oraux, évidemment le grand oral de culture générale, et aussi avec un temps d'échange plutôt sur les motivations et le parcours professionnel. De nouveau, une épreuve technique au choix qui évidemment ne doit pas être une matière technique que l'on a déjà choisie à l'écrit, une langue au choix, et puis derrière des options. Option soit d'avoir une langue supplémentaire, je crois qu'il y a une option psychologie, il y a une option aussi sport, qui je crois n'existe plus ou va disparaître. Enfin, en tout cas, je sais que c'était un sujet. On compromet maintenant le process de recrutement pour devenir directeur d'EHPAD, notamment. Et on reviendra bien sûr dans la partie 3 plus en détail sur le grand oral pour ce concours. Alors, qu'est-ce que fait un directeur d'EHPAD ? Ou plus généralement, peut-être, qu'est-ce que font les personnes qui sortent de cette formation des 3S ? Alors déjà, on a un peu 2 possibilités à la sortie de l'école, à savoir prendre une chefferie directement d'établissement ou être sur un poste de directeur adjoint. Sur des établissements de taille comme le mien, par exemple, où on accueille 80 résidents, bien souvent, il n'y a qu'un seul directeur qui est le chef d'établissement, et ensuite c'est une équipe administrative classique. Dans des établissements qui sont un peu plus grands, on va dire à partir de 200-300 lits, on peut avoir des postes de directeur adjoint. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu un choix aussi à faire. Certains vont plutôt se diriger directement vers un poste de chef d'établissement, d'autres vont plutôt se diriger vers un poste d'adjoint. Évidemment, sur un poste d'adjoint, on va en général choisir un peu une spécialité. Vous allez avoir des postes d'adjoint aux ressources humaines, d'adjoint aux finances, d'adjoint aux opérations de travaux, support technique, parcours des usagers, ce qu'on peut aussi retrouver assez classiquement à l'hôpital.
Ensuite, il faut choisir le secteur avec lequel on a le plus d'appétence, parce qu'en tant que directeur d'établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux, on va avoir le choix entre, on va dire, les établissements du grand âge, donc très classiquement les EHPAD, mais ça peut être aussi à l'hôpital au sein des filières gériatriques ou des pôles de gériatrie. On peut être sur le volet du handicap, avec là beaucoup d'établissements très diversifiés, de l'Institut médico-éducatif à la MAS, voilà, en passant par les ITEP, les ESAT. Et ensuite, on peut être dans la protection de l'enfance, alors actuellement que sur des postes d'adjoints, puisque les postes de chef d'établissement de la protection de l'enfance sont maintenant à la territoriale. Oui, parce que là, tu fais partie de la fonction publique hospitalière. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu rapidement les fonctions d'un EHPAD, comment ça fonctionne? Parce que peut-être que voilà, nos auditeurs ne sont pas au courant forcément des spécialités d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Alors, un EHPAD, c'est un lieu d'hébergement pour une personne dite âgée et dépendante, donc qui doit avoir normalement plus de 60 ans. Elle peut toutefois rentrer avant 60 ans, mais avec un principe de dérogation. Et donc, qui dit hébergement dit toutes les fonctions qui entourent classiquement la vie quotidienne, donc à savoir la restauration, l'entretien du linge, les soins, le volet médical. De plus en plus, les EHPAD se tournent aussi vers l'extérieur, donc peuvent être aussi amenés à faire du renforcement à domicile et en tout cas tout ce lien avec la ville. Quand tu dis s'ouvrir à l'extérieur, à quoi tu penses? Est-ce que c'est par exemple s'occuper du linge des personnes dépendantes qui restent à domicile? Comment ça se matérialise cette opération un peu d'aller vers? L'objectif, c'est de mettre à disposition les compétences et l'expertise de l'EHPAD sur la ville. Donc ça peut être d'aller faire de l'évaluation gériatrique pour apporter un appui aux services à domicile, que ce soit les SIAD, donc plutôt services infirmiers, ou les SAD avec les auxiliaires de vie. Ça peut être aussi d'apporter effectivement des services. Certains EHPAD qui ont la capacité de le faire peuvent tout à fait se mettre à faire du portage de repas, à effectivement faire un service de lingerie, ou voilà, d'être un prestataire de services sur son territoire. Et donc l'usager, la personne âgée dépendante, comment elle rentre dans cet EHPAD public? Quelle est un peu la sélection d'une certaine manière? Quel est le prix aussi? Ce genre de détails, est-ce que tu peux nous rendre un peu plus concret? Parce que peut-être que pour certains de nos auditeurs, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore abordé, mais pour autant qui est une partie intégrante de la fin de vie. Alors, classiquement, il y a une demande à faire avant l'entrée en EHPAD. La demande, soit elle peut émaner de la personne elle-même, mais bien souvent, elle va émaner de la famille ou d'une assistante sociale, notamment d'un hôpital, parce que suite à une hospitalisation, la personne ne peut pas rentrer à domicile, ou parce que le maintien à domicile est juste pas possible. Nous, notre objectif, c'est de recueillir le consentement de la personne. Alors, c'est plus ou moins évident selon les pathologies, selon l'état de santé de la personne, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va essayer de rechercher au maximum. Il est difficile d'accueillir une personne qui est opposée à son projet de rentrer dans un établissement parce que derrière, la prise en charge va être extrêmement compliquée, notamment sur les premières semaines et les premiers mois. On n'a pas véritablement de sélection parce que établissement public dit égalité aussi de prise en charge, dit qu'il n'y a pas forcément de regard sur une situation financière ou autre, notamment parce que nos places sont habilitées à 100% en général à l'aide sociale. Donc le conseil départemental peut venir en appui aux personnes pour les aider dans le financement de l'établissement. Maintenant, on va quand même être vigilant à un certain nombre de choses, notamment sur le fait que les personnes aient bien ouvert l'accès aux différents droits, de manière à ce que justement ces aides financières puissent se mettre en place. Donc là, on va travailler énormément en lien avec des assistantes sociales. Le seul critère, je dirais, qui pourrait amener à ne pas faire entrer une personne serait en fonction de la pathologie, de l'état de santé de la personne, si jamais on estime que l'établissement n'est pas adapté pour une prise en charge de qualité de la personne. Donc soit parce qu'on n'a pas une unité spécifique pour cette prise en charge-là, par exemple une personne qui a une pathologie d'Alzheimer, bien souvent on va rechercher une unité qu'on dit unité protégée. Tous les établissements n'en ont pas. Parfois, ça peut être parce qu'à un moment donné, on peut avoir une charge en soins qui est très élevée. Donc, on a déjà nos professionnels qui sont très occupés et ont une charge de travail conséquente. Et donc, du coup, on va éviter de faire entrer pendant cette période-là une autre personne qui nécessite une prise en charge compliquée parce que sinon, on sait que ça peut devenir compliqué pour les équipes. Donc, il y a un espèce d'équilibre à trouver.
Tu parles d'équilibre avec tes équipes. Tu nous as dit 80 usagers. Combien derrière de personnel, à la fois de personnel administratif, de personnel de professionnels de santé? D'une certaine manière, tu es à la tête d'une équipe de combien de personnes? Aujourd'hui, on a 72 équivalents temps plein si je compte les personnes qui viennent faire des remplacements, ce que nous on appelle assez couramment les vacataires. On a des équipes administratives qui sont relativement petites. Je suis directrice de l'établissement, j'ai à mes côtés une responsable des ressources humaines, qui est un agent de catégorie B, qu'on dit adjoint des cadres, et j'ai une personne qui va être responsable de la partie finance. On a une personne qui va s'occuper de l'accueil, donc gestion très classique du standard, de l'accueil des usagers, mais qui va aussi faire tout le processus d'admission et justement ce fameux accompagnement à l'entrée en établissement. Et ensuite, on va avoir toute la partie soignante qui est vraiment le cœur de l'EHPAD, à commencer par le premier métier qui est les aides-soignantes. Nous, on a 24 aides-soignantes qui font 2 jours et 2 nuits. On a 5 infirmières. On a des agents de services hospitaliers qui vont s'occuper du ménage, de l'hôtellerie, c'est-à-dire du service des repas. On a des agents de cuisine qui confectionnent tous les repas en interne, des agents en lingerie, et sur l'équipe paramédicale, une psychomotricienne, un animateur. Là, c'est plutôt sur le volet social. On a 2 psychologues aussi pour l'accompagnement au quotidien, et une médecin à temps plein. Sur 80 personnes, 72 ETP, est-ce que ce sont des proportions qu'on retrouve dans tout établissement? Et d'ailleurs, est-ce que ton EHPAD, il fait partie des tailles intermédiaires, des petites tailles, des grandes tailles? Je suppose que 80, non, c'est pas grande taille, mais un petit peu nous redonner le contexte. On va dire qu'entre 80 et 100, 110 lits, on est à peu près dans la taille classique d'un EHPAD courant. Voilà, il y a des EHPAD qui sont évidemment plus petits, autour de 40, 50 lits. On a des EHPAD qui sont beaucoup plus gros, comme celui où j'ai fait mon stage à Pantin, où il y a 280 résidents. Tout dépend vraiment de l'historique de la structure. D'accord, donc on comprend bien que c'est quand même une structure de taille importante, surtout en fait quand on arrive à 29 ans pour ton cas. Comment tu as su prendre tes marques rapidement, je pense? Tu es quand même le chef de cet établissement, donc il faut réagir, il faut incarner. Comment ça s'est passé? Bon, déjà, on a quand même 2 années à l'école qui nous permettent quand même de nous aguerrir un petit peu et en tout cas de voir un certain nombre de choses. Donc quand on arrive, j'avais eu le sentiment d'être quand même globalement bien armée, notamment par les stages, mais aussi par les enseignements. On doit rapidement faire ses preuves avec les équipes, ça c'est certain. Il y a un temps où, finalement, d'observation qui est indispensable. Quand on va arriver en établissement, on ne va pas révolutionner tout du jour au lendemain, parce qu'il y a des choses qui se construisent avec les équipes. Et du coup, il y a vraiment ce temps d'immersion qui est important. Enfin, moi, je sais que quand je suis arrivée, j'ai rencontré d'abord toutes les équipes. J'ai pris le temps d'analyser un peu le fonctionnement de l'établissement et de voir un peu quelles étaient ses forces, ses faiblesses. Je suis arrivée dans un contexte particulier. On est le 2 janvier 2020. 2-3 mois plus tard, l'établissement va se refermer complètement sur lui-même avec la période du Covid. Donc, je n'ai pas pris mon poste dans des conditions complètement naturelles et probablement que du coup, les choses se sont très rapidement accélérées parce que finalement, j'ai dû prendre pas mal de décisions et avoir une forte responsabilité en très peu de temps. Moi, j'estime que si on prend des décisions qui nous semblent être des décisions justes à la fois pour l'usager, à la fois pour nos agents, et qu'on les embarque avec nous, en général, on gagne assez rapidement cette légitimité-là. Et derrière, les choses se font assez naturellement. Tu nous dis 2 mois plus tard, c'est la crise sanitaire. Donc, grosse étape dans ton processus d'apprentissage. Est-ce que tu avais des collègues avec qui tu pouvais discuter de ça, d'autres directeurs d'établissement ou peut-être même des personnes au-dessus? Comment ça évolue un petit peu cette organisation pour justement t'aider, t'accompagner? J'avais fait mon stage à Pantin et donc du coup c'est à quelques kilomètres de Saint-Ouen, enfin, c'est vraiment pas loin. Du coup j'avais ma maître de stage, mon ancienne maître de stage qui était vraiment à côté de moi. Donc il y avait déjà un lien qui était noué, qui était facilitateur. Elle avait fait l'intérim de l'établissement en attendant mon arrivée, donc aussi elle connaissait bien la structure. Donc c'est vrai que ça a pu faciliter certaines choses parce que ça permet de dialoguer. Et ça je trouve que c'est important d'avoir des collègues avec qui on peut parler de
nos questionnements, les petites difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Et sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, en tout cas sur les directeurs d'établissements d'EHPAD publics, on a globalement une bonne entente et on peut compter les uns sur les autres. Et ça a été extrêmement important sur toute la période du Covid. La deuxième chose aussi, j'avais fait un stage au cabinet d'Agnès Buzyn quasiment un an auparavant. Donc je connaissais encore des personnes qui étaient au ministère de la Santé, dont certaines qui ont été mobilisées sur la période de crise. Donc ça m'a permis aussi parfois de pouvoir faire passer des petits messages en envoyant des messages et aussi d'avoir des retours et des éclairages sur certaines choses. D'accord, donc on n'est vraiment pas seul, mais c'est quand même toi qui signes, c'est toi qui prends les décisions et qui les assumes auprès de tes agents. Tu disais tout à l'heure que tu avais une adjointe aux ressources humaines. Est-ce que c'est ressources humaines sur les fonctions support ou est-ce que c'est aussi sur les métiers paramédicaux, soignants, aides-soignants, infirmiers? Et donc, est-ce que toi, tu as un lien hiérarchique sur ces agents-là ou comme ça reste encore quand même très technique, très terrain, tu ne peux que exiger d'eux des services, mais tu ne peux pas forcément les corriger ou vraiment incarner le rôle de chef? Non, je suis le supérieur hiérarchique des agents de l'établissement parce que j'ai l'autorité de nomination. Donc les agences sont forcément sous ma responsabilité. Après, j'ai des cadres intermédiaires pour la partie management. La responsable des ressources humaines va vraiment s'occuper de la partie technique RH, c'est-à-dire qu'elle va accompagner les carrières, elle va réaliser la paye, elle va s'occuper de la procédure de recrutement. Donc on est vraiment sur de la gestion RH quotidienne, mais moins sur un volet stratégique. Sur le volet des soignants, il y a un cadre de santé et c'est le cadre de santé qui va manager au quotidien les équipes soignantes. C'est lui qui va faire les entretiens de recrutement, c'est lui qui va faire les plannings et c'est lui qui va les accompagner au quotidien pour faciliter au maximum leur travail. Et donc, je suppose que ton expérience d'infirmière vient aussi un peu colorer ton management, ton approche du terrain. Comment ça a été un peu une force pour toi? Je dirais que le fait d'avoir été infirmière, en tout cas d'avoir fait cette formation-là, forcément ça me donne une clé de lecture qui est plus facilitée de l'environnement. Maintenant, quand on fait sa formation pour devenir directeur, c'est intéressant aussi de faire cette mutation où on va passer sur le volet d'administrateur, de directeur et sur ces postures-là. Donc il faut réussir à faire cette transition et à s'intéresser aussi à d'autres choses. Souvent, on me dit, comme tu as été infirmière, effectivement, tu dois avoir un regard beaucoup plus proche du terrain, de tes équipes, etc. C'est certainement vrai. Pour autant, je ne pense pas qu'un directeur d'établissement médico-social qui a fait Sciences Po ou qui a fait l'université ne peut pas avoir cette même posture, parce qu'en réalité, les stages, l'intérêt qu'on peut porter aux équipes vient aussi progressivement, et eux aussi endossent cette partie-là. Et finalement, je vois quand je parle avec des collègues qui ont un parcours différent que le mien, on se rejoint dans nos logiques de pensée, il n'y a pas forcément une différence hyper marquée parce que si on a envie d'être en proximité des équipes, on l'est de fait. Après, pendant la crise, c'est sûr que par exemple, il y a un matin où je me lève, on m'appelle et on me dit que l'infirmière n'est pas là parce qu'elle a été testée positive au Covid. La deuxième était déjà absente depuis quelques jours. On était en période hyper tendue avec très peu de ressources humaines pour faire tenir l'établissement parce que beaucoup de Covid. Effectivement, le réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, bon, ok, là, le temps qu'on trouve une solution, j'avais une solution de secours avec une personne qui pouvait arriver à 11h, il y avait quand même des traitements à distribuer et autres. Je me dis, allez, ok, c'est pas grave, je vais juste remettre la blouse 1 heure pour gérer les 2-3 urgences. Distribuer des médicaments, c'est des choses que je sais encore faire, j'ai la connaissance, on est dans une situation de crise, je le fais. Mais j'ai des collègues qui ont aidé aussi les équipes et on s'est tous mis à faire pendant cette période de crise Covid parce qu'on avait besoin de mettre les mains dans le cambouis. D'une certaine manière, le glissement des tâches fonctionne aussi du haut vers le bas et pas du bas vers le haut. Exactement. Bon, je te le dis de manière rigolote, mais est-ce que tu as un avis sur le glissement des tâches? Je crois que ce genre d'établissement est assez réputé pour, justement, par le manque d'effectifs, se retrouver à demander à des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées ou en tout cas ne font pas ça de manière régulière, de prendre
en charge des activités supplémentaires, des tâches supplémentaires. Mm. Comment toi, dans ton établissement, tu gères ça? Effectivement, on se retrouve souvent avec des personnes qui ont des formations d'auxiliaire de vie, un bac d'accompagnement à la personne, qui vont se retrouver sur des postes d'aide-soignante. Et c'est devenu quelque chose de presque, oui, de banalisé. Moi, j'ai pris la décision qu'on essaye de tendre vers quasiment 100% de personnes sur des postes aides-soignants qui sont diplômées aides-soignantes. Donc quand on engage des personnes qui n'ont pas forcément encore le diplôme, nous, notre engagement en tant qu'établissement, c'est de les former dans les 2 années, 3 années maximum à l'obtention de leur diplôme d'aide-soignant. Et on met vraiment en place un processus d'intégration avec une adaptation de la fiche de poste qui correspond à leurs compétences. Et je pense que petit à petit, il faut qu'on arrive à sortir de cette logique-là. Et sinon, pour ce qui est des actes infirmiers, on n'a pas de glissement de tâches à ma connaissance sur les aides-soignants. On est de toute façon sur un lieu de vie, donc il y a des choses aussi qui s'adaptent différemment que dans un hôpital, notamment sur la distribution des médicaments. Les aides-soignantes peuvent être en appui des infirmiers, c'est des choses qui se font. On a la chance aussi d'avoir un médecin qui est là à temps plein. Donc c'est vrai que des fois, pour des actes techniques infirmiers qui sont compliqués, où les infirmières sont finalement moins dans la technique au quotidien, et donc des fois, il y a des choses sur lesquelles elles ne se sentent pas forcément à l'aise, la médecin peut venir en appui, elle le fait assez naturellement. Donc on a encore une fois ce glissement de tâches aussi des deux côtés. Pas forcément que vers moins de compétences, des fois aussi vers des personnes qui sont normalement sur d'autres compétences. Le médecin, ce n'est pas le cadre de santé? Ou justement, le médecin, c'est le cadre de santé? Non, le médecin n'est pas le cadre de santé. En EHPAD, on a ce que l'on appelle un médecin coordonnateur. Il y a par décret un certain nombre de missions qui lui sont confiées. Donc ça va être notamment sur toute la coordination des soins, plutôt sur des aspects, on va dire, qualité. Donc de travail sur des protocoles, sur de la formation des équipes. Et donc il va faire aussi de l'aide à la décision. En tout cas, moi, dans mon équipe de direction, j'estime qu'on est 3, le cadre de santé, le médecin et moi. D'accord. Et le médecin va vraiment apporter son expertise et son regard médical pour aussi guider la décision. Une sorte de triumvirate, donc 3 têtes, que vous vous réunissez toutes les semaines. Je suppose que vous faites une sorte de réunion de service, vous communiquez même tous les jours. Ça me semble évident. Comment tu travailles avec eux? Donc là, on a un nouveau cadre de santé qui est arrivé en mai, après une vacance de poste de plusieurs mois. Et ce qu'on a mis en place, c'est qu'on se fait un point le lundi après-midi, qui est un point un peu informel, mais en tout cas, on voit un petit peu quels sont les sujets d'actualité sur lesquels il faut qu'on tranche, sur lesquels il faut qu'on échange pour avoir échangé un peu nos points de vue. On y inclut aussi notre coordinatrice de services renforcés à domicile, on en parlera peut-être après, mais qui du coup une nouvelle fonction sur justement l'ouverture de l'EHPAD sur l'extérieur, qui mène aussi énormément de projets. Donc voilà, on va dire que maintenant on est 4, mais classiquement en EHPAD c'est plutôt médecin, cadre de santé, directeur. Et après on échange vraiment quotidiennement effectivement. Moi je sais que j'ai ma porte de bureau qui est quasiment toujours ouverte. L'idée c'est aussi de pouvoir assez rapidement avoir de l'échange informel, formel, en tout cas sur des décisions qu'il faut prendre ou des dossiers sur lesquels il faut qu'on échange rapidement. En termes de journée type, parce que tu dis que ta porte est ouverte presque systématiquement, quels sont un peu tes horaires, la charge de travail, comment tu vis depuis 4 ans ce métier, cette fonction de directrice? Alors moi je dirais qu'il n'y a pas de journée type. Et c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce métier-là, c'est que c'est une fonction qui est extrêmement variée, et même entre le matin, l'après-midi, 9h et 10h, on gère des choses qui n'ont parfois rien à voir. On peut passer de choses extrêmement terre à terre sur le choix des fournisseurs de protection, sur les produits d'entretien, à une réunion l'après-midi avec le conseil départemental et l'agence régionale de santé pour négocier notre contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc la fonction est extrêmement variée. Sur mes horaires, assez classiquement, moi j'essaye en tout cas d'arriver le matin entre 8h30 et 9h, 9h30, selon les réunions et selon la charge de travail de la semaine.
Et le soir, c'est pareil, c'est extrêmement variable. On a parfois des réunions plutôt en fin de journée, notamment quand il s'agit de réunir des professionnels de santé libéraux avec lesquels on travaille, quand il s'agit de faire une réunion d'information avec les familles qui parfois sont plus disponibles en fin de journée. Et puis parfois, la fin de journée, c'est aussi le moment où on est un peu seul dans son bureau. On peut fermer la porte et se dire, allez, maintenant je peux avancer sur de la production propre que je dois faire, aller analyser des choses. Et donc on profite aussi un peu de ce temps-là où finalement l'activité au sein de l'EHPAD diminue un petit peu. Et c'est un peu moins l'effervescence et on peut être un peu moins, pas dérangé, mais en tout cas sollicité. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on retrouve. Enfin, Raphaël, par exemple, dans l'épisode 1, le dit aussi, où c'est avant le début de journée, après 18h, on peut vraiment se concentrer, se mettre sur des dossiers et ne pas être dérangé. D'accord, donc on retrouve un peu cette diversité terrain, opérationnel, mais aussi des fonctions de direction de pilotage stratégique avec des discussions avec l'ARS, avec le conseil départemental. Et donc depuis que tu es directrice, donc ça va faire à peu près 4 ans, est-ce qu'il y a des projets qui t'ont particulièrement marqué, des projets que tu as peut-être initiés et que tu as réussi à mettre en place? Que tu peux nous en partager quelques-uns? Oui, bien sûr. Il y a une dynamique projet qui est très forte, et notamment en ce moment, parce que je pense aussi qu'il y a cette sortie de ces phases de crise Covid où finalement il y a beaucoup de choses qui ont été un peu à l'arrêt ou en tout cas ralenties. Et donc je dirais que là, depuis un an et demi, c'est vraiment l'effervescence en termes de projet. Donc on vient de mettre en place notre service renforcé à domicile. On est habilité pour autorisé pour pouvoir suivre 20 personnes à domicile. Et donc on vient en complément des services à domicile. C'est par exemple notre médecin avec une psychologue et la psychomotricienne qui vont se rendre au domicile d'une personne pour qui la prise en charge devient complexe et qui vont faire une évaluation gériatrique et donner des préconisations pour améliorer le quotidien de la personne et essayer de faire en sorte que le maintien à domicile soit possible le plus longtemps possible. En même temps, ça nous permet potentiellement de faire le lien avec des personnes qui pourraient être amenées à rentrer dans l'établissement après, et du coup à faire une entrée en établissement qui soit plus en douceur et moins brutale que parfois une personne qui rentre à l'hôpital suite à une chute et qui finalement ne retournera jamais à son domicile parce que voilà, les choses ont évolué très rapidement, et ça peut être assez brutal pour la personne. Si on intervient en amont à domicile, ça permet à la personne de connaître les professionnels qu'il va rencontrer à l'établissement. Ça peut l'amener aussi parfois à participer à certains événements de l'établissement et donc du coup déjà voir un petit peu qui sont les habitants de l'établissement et commencer à nouer des liens. Et parfois ça lève certains tabous, certaines idées reçues aussi de ce qu'est l'EHPAD. Donc on est en train vraiment de se tourner vers ce volet domiciliaire et c'est assez passionnant parce qu'on rencontre des acteurs de la ville différents qui ont aussi leur culture professionnelle et on essaye d'avancer comme ça ensemble pour le bien des personnes vieillissantes du territoire, et donc du coup d'avoir cette stratégie pour accompagner le parcours de l'usager de manière le plus fluide possible. Donc on a aussi mis par exemple en place un café des aidants parce que accompagner une personne à domicile, ça veut souvent dire avoir un enfant, un voisin, un neveu, une nièce qui passe beaucoup de temps avec cette personne-là pour que ce maintien au domicile soit possible. Et on sait que c'est une charge mentale qui est très importante. Donc on essaye aussi de venir en appui de ces personnes-là, de ces aidants. On commence à mener pas mal de projets autour de ça pour leur offrir aussi des temps de répit. Et donc ça, c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants. Au-delà de ça, moi j'ai un établissement qui est très vieillissant, qui a été reconstruit en partie dans les années 80, mais qui aujourd'hui n'est plus du tout au goût du jour et à l'actualité des prises en charge. Par exemple, on a 14 chambres doubles. Aujourd'hui, vous dites à une personne qu'elle va rentrer en chambre double, c'est compliqué parce que ça veut dire accepter de partager son espace et son intimité avec une personne qu'elle ne connaît pas. Par ailleurs, il n'y a pas de douche dans les chambres, donc c'est douche collective. Douche collective dit que forcément, la fréquence des douches est peut-être moins régulière. Or là, on va commencer à arriver à un public qui va rentrer en EHPAD, qui a eu l'habitude de prendre des douches tous les jours. Ce qui n'est pas forcément encore le cas de la génération actuelle qui a 80-90 ans. Donc on est en train d'être accompagné sur une maîtrise d'usage pour réfléchir l'établissement de demain.
sur une logique beaucoup plus domiciliaire, en s'appuyant aussi sur le récit de nos habitants actuels, mais aussi de nos voisins et des personnes qui commencent à rentrer dans cette phase du grand âge, ou sont des jeunes retraités qui ont encore une vision fraîche de eux dans 20 ans, 30 ans, ou comment ils se voient vieillir, comment ils voient leur fin de vie, pour essayer de penser un établissement qui soit plus durable et qui corresponde aux attentes de demain. D'un point de vue administratif, comment tu fais cette bascule, cette transformation d'équipement à budget constant, comment ça se négocie? Alors, il y a des discussions qui s'engagent à la fois avec le conseil départemental et l'agence régionale de santé, parce que ce sont nos financeurs, que c'est eux aussi qui ont la vision territoriale sur le nombre de places. En plus, on est en Seine-Saint-Denis, donc il y a une nécessité d'avoir un service public assez fort, et donc il y a une volonté du conseil départemental d'un maintien des places publiques habilitées à l'aide sociale. Donc il y a des négociations qui s'engagent sur la partie financière, qui passent notamment par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Et puis aujourd'hui, suite au Covid, il y a eu le plan Ségur avec un plan d'aide à l'investissement. Donc pareil, il s'agit de monter des projets qui correspondent aux attentes au niveau de l'État et nous au niveau de la CNSA, pour pouvoir percevoir ces... La CNSA, qui est la caisse? La Caisse nationale des solidarités et de l'autonomie. D'accord. Qui est en fait notre financeur sur toute la partie soins et médicales, en lien avec l'Agence régionale de santé, qui est un peu un cahier des charges aujourd'hui de ce qu'elle attend d'un établissement quand il est reconstruit. Si je prends par exemple dans les conditions, aujourd'hui, il y a cette question de l'ouverture sur l'extérieur, donc notamment par exemple de tiers-lieux. Dans ce cadre-là, par exemple, nous, on a un projet de création d'une crèche, donc de réutilisation d'un ancien logement de fonction qu'on va transformer pour accueillir 24 berceaux. En lien avec une crèche parentale, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons faire la gestion quotidienne, mais c'est de la mise à disposition de locaux qui permet de créer un peu cette intergénérationnalité et en tout cas de faire venir le quartier à l'intérieur de l'EHPAD et de l'ouvrir. On travaille aussi énormément avec les élus locaux, parce qu'un EHPAD dans une ville, c'est souvent un acteur assez important, parce que quelque part, il fait partie aussi des acteurs économiques, c'est la prise en charge des personnes vieillissantes de la ville. Donc il y a aussi des enjeux stratégiques et politiques, souvent avec le maire, dans le cadre d'une reconstruction. Tu parles de l'élu, du maire en ville. Tout à l'heure, tu parlais des acteurs de la ville. Je suppose que l'EHPAD, c'est aussi un acteur de la ville avec qui tu interagis quotidiennement. Forcément, on travaille beaucoup avec le centre communal d'action sociale, parce que bien souvent, déjà, ils ont le lien avec les assistantes sociales qui vont accompagner les personnes âgées dans l'entrée en EHPAD. Ils ont une vraie connaissance du public de la ville, et donc le lien peut se faire par ce biais-là. Ils gèrent bien souvent, en tout cas nous c'est le cas à Saint-Ouen, les services à domicile. Donc on a vraiment tout ce lien et un partenariat très fort avec eux. Mais il y a aussi tous les professionnels de santé libéraux. Et en Seine-Saint-Denis, on a souvent des centres de santé. Donc là, c'est le cas, on a un centre de santé municipal. Donc ça fait aussi le lien sur les parcours de soins. On a des cafés associatifs avec lesquels on organise des choses, les acteurs économiques, voilà, avec qui on peut aussi avoir des projets plus particuliers. Et est-ce que tu as des interactions avec les EHPAD privés? Un petit peu comment ça fonctionne, cette distinction? On a bien sûr parlé que des EHPAD publics. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le rôle des EHPAD privés, comment ça fonctionne et leur place dans l'écosystème de l'accueil des personnes âgées dépendantes? Moi, je travaille beaucoup avec l'autre EHPAD de Saint-Ouen, qui est un EHPAD associatif, donc à but non lucratif, parce qu'on peut avoir certaines complémentarités et on peut se retrouver sur des projets communs. Notre objectif, de toute façon, est le même, c'est un accompagnement de qualité pour nos résidents. Pareil pour des projets sur les centres de ressources territoriaux, qui est quelque chose qui est en train de se lancer, qui est une labellisation sur le fait d'apporter ce dont je parlais tout à l'heure, l'expertise sur l'extérieur. On va aussi être amené de plus en plus à travailler avec les autres EHPAD plus largement du territoire. C'est parfois peut-être plus compliqué de travailler avec des EHPAD à but lucratif, parce que là, peut-être qu'il y a un autre intérêt qui peut biaiser la relation, qui est l'intérêt pour eux de dégager des marges financières. En tout cas, avec les EHPAD associatifs, bien souvent, on se retrouve sur un socle de valeurs assez commun. D'accord, donc plus une interaction avec les EHPAD privés à but non lucratif. Une dernière chose, peut-être, tu es à Saint-Ouen, donc en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il y a une particularité de fonctionnement, de travail, de quotidien quand on est en Seine-Saint-Denis?
Oui, la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire qui est riche culturellement, qui est riche d'acteurs qui sont extrêmement dynamiques de par cette particularité que malheureusement c'est le département le plus pauvre, en tout cas de la France métropolitaine. Ça se ressent forcément dans nos établissements. On a 80% de nos résidents qui bénéficient de l'aide sociale. La moyenne en France est plutôt dans les établissements publics aux alentours de 30%. Donc on a des personnes qui sont plus précaires, qui peuvent avoir eu des parcours de vie assez écorchés, des parcours migratoires, des parcours avec des passages à la rue. Donc c'est des choses sur lesquelles on essaye aussi de se spécialiser et de développer un accompagnement particulier. On a des partenariats avec le SAMU social, avec des associations qui peuvent nous accompagner là-dessus. Et donc c'est en tout cas un engagement au quotidien auprès des équipes pour qu'elles sachent accompagner ces personnes-là qui ont eu un parcours différent. Donc ça a été un défi supplémentaire et peut-être une raison d'attractivité pour toi quand tu as choisi ce poste? Parce que tu viens pas de Paris, on l'a pas dit, mais tu es plutôt vers Nancy. Comment tu as choisi Saint-Ouen? J'ai choisi Saint-Ouen par le biais de mon stage que j'avais fait à Pantin. Et je suis arrivée à Pantin à la base parce que je savais que c'était un établissement dynamique et qui était porteur de beaucoup de projets. Pas forcément parce que c'était le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et finalement, ça a été une révélation assez rapidement pendant tout au long de mon stage, parce que finalement, ça donnait encore un sens tout particulier à la place du service public dans ce type de territoire. Ça me fait lien avec ma dernière question de cette partie 2. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu seras peut-être toujours en Seine-Saint-Denis? Comment tes projets peuvent évoluer? C'est une bonne question que j'arrive pas complètement à résoudre. Souvent, on demande au directeur quel est votre plan de carrière. C'est quelque chose qui me te bloque un peu. Qui me parle pas toujours. En tout cas, j'ai envie d'aller voir aussi peut-être d'autres choses. Peut-être d'aller voir dans un hôpital comment ça peut fonctionner, ou peut-être à un moment donné d'aller voir aussi le secteur du handicap, ou voilà, en tout cas élargir le champ de vision. Très bien, ça me va tout à fait comme réponse. Et maintenant, on va basculer sur la partie 3 pour parler des conseils à la fois professionnels, mais surtout les conseils sur le concours. Partie 3 sur les conseils, sur les concours, sur la vie professionnelle. Est-ce que tu as une anecdote, un conseil professionnel que tu as envie de nous partager, une situation que tu as vécue, où tu as été un peu en difficulté et où tu aurais aimé qu'on te donne des éléments, des clés de compréhension avant? Eh bien écoute, en anecdote assez drôle, le 3 janvier, donc 2 jours après ma première prise de poste, je me suis cassé la figure en vélo et je me suis cassé le bras. Donc mes agents m'ont rencontré pour la première fois avec le bras dans le plâtre. Et je me dis que peut-être si on m'avait dit de faire attention aux moyens de transport, au moins sur la première semaine, pour être raisonnable, ça aurait été pas mal, en tout cas sur l'accompagnement à la prise de poste. D'accord, ok, je ne m'attendais pas à celle-là, mais est-ce qu'aujourd'hui tu vas quand même toujours à vélo, j'espère, rassure-moi, ça t'a pas traumatisé cette chute? Non, alors j'ai de la chance, j'y vais même à pied, mais quand j'ai des rendez-vous extérieurs, il m'arrive de reprendre le vélo. D'accord, donc là, il faut faire attention. Bon, plus sérieusement sur les conseils concours, sur comment on réussit ce concours au D3S, tu as peut-être des choses à nous dire sur l'expérience professionnelle que tu as eue pendant 1 an et demi chez GECO, comment on prépare ce concours alors même qu'on travaille à côté. Est-ce que tu as un conseil sur la forme, sur le fond, sur ces concours? Alors moi, c'est vrai que j'avais envie de rentrer dans le monde professionnel à l'issue de mon master et je me voyais pas faire une préparation concours à plein temps. Surtout, j'étais pas encore hyper sûre sur le passage des concours, etc. Donc ça me permettait aussi de me sécuriser et de me dire que voilà, je pouvais rentrer dans la vie active, même si je passais pas forcément les concours derrière. Le conseil que je donnerais dans ces cas-là, c'est de trouver une fonction qui permette quand même de dégager du temps pour pouvoir travailler sérieusement les concours, parce qu'on peut aussi vite se faire happer par une prise de poste, par ses missions, et donc du coup peut-être en oublier l'objectif du passage des concours. Tu as réussi rationnellement à te limiter sur ton contrat à un 35 heures et vraiment réserver le temps du week-end, le temps du soir pour les concours?
Oui, alors je faisais nécessairement souvent plus que 35 heures, mais disons que ça demandait une organisation quand même très rigoureuse. Et j'étais vraiment partie du principe que c'était une année où vraiment je me donnais à 100% pour réussir ce concours et où je partais du principe aussi que ce que j'allais faire à Gécolib allait m'aider parce que je travaillais sur les questions de la médecine de ville qui sont aussi des questions d'actualité. Et d'ailleurs, ça a été un de mes sujets à l'oral. Donc, quelque part, en plus, ça m'a forcément aidé et apporté des points en plus. Ça demandait par contre une organisation hyper méticuleuse. C'est-à-dire que assez régulièrement, le matin, je me levais à 5 heures pour commencer à faire des fiches, lire des choses avant d'aller travailler. Et ça voulait dire aussi que le soir, je me remettais de nouveau à travailler, à réviser, que les week-ends, j'avais des épreuves blanches. J'étais en préparation au concours plutôt en distanciel, donc je devais renvoyer dans le week-end mes copies. Donc je me mettais en condition. Les samedis, à 9 heures, je commençais mon épreuve jusqu'à 13 heures pour être vraiment dans les conditions du concours. Donc je crois que ça m'a demandé ouais, beaucoup de rigueur. 5 heures du matin, c'est excessif ou... Enfin, rassure-nous, t'es du matin Je suis du matin. Ok. Et je savais que le soir, j'aurais beaucoup de mal à m'y remettre. Et d'ailleurs, en fin de journée, j'étais plus à lire la presse, à faire des fiches, des choses qui ne me demandaient pas trop de concentration, parce qu'effectivement, je suis beaucoup plus efficace le matin. Tu nous dis que justement ton expérience à Gécolib t'a aidé lors du grand oral. Comment tu l'as vécu ce grand oral? J'ai eu sur les épreuves orales un peu de part de chance aussi, de tomber sur des sujets qui étaient en lien quelque part avec mon parcours. Ça a été un peu des petits clins d'œil. Sur mon grand oral, j'ai tiré au sort dans les textes un communiqué de presse d'une association qui était contre l'organisation des Jeux Olympiques à Paris. Et il se trouve que, comme je l'ai dit, quelques mois avant l'entrée en IFSI, j'étais allée en STAPS. Et en tout cas, à l'université de Nancy, sur les premiers mois en STAPS, on fait l'histoire du sport, et notamment l'histoire des Jeux Olympiques. Du coup, je ne l'avais pas forcément revu dans mes prépas concours, mais j'avais encore quelques notions sur Pierre de Coubertin, sur les grandes dates des Jeux Olympiques, qui m'ont vraiment bien servi sur cette période de grand eau. J'espère que t'en as dit du bien quand même des JO, parce que pour travailler un petit peu au sport, voilà, il faudrait pas qu'il y ait d'incidents diplomatiques. Mais sinon, sur d'autres sujets aussi, les perches que tu as tendues peut-être ont été réceptionnées. C'était je suppose, un jury sans doute bienveillant qui voilà, t'a mis en condition pour pouvoir après répondre sur tes problématiques à toi, sur ce que tu avais vu à l'ARS, sur ce que tu avais vu chez Gécolib. J'avoue que je garde pas un souvenir hyper précis de la deuxième partie sur mes motivations et par rapport à mon parcours. La question qui m'a le plus marquée, c'est une question de mise en situation, parce qu'ils aiment beaucoup ça dans le concours des 3S. Et la question était si un résident veut rentrer avec son animal domestique, qu'est-ce que vous faites? Et on a déroulé la question jusqu'au moment où ils nous ont dit oui, mais si c'est un coq et qui chante tous les matins à 8 heures, comment vous réagissez? Est-ce que vous dites oui? Est-ce que vous dites non? C'est la question qui m'a le plus marqué. La perche par rapport à Gécolib, je l'ai plus eue sur ma matière technique de législation de la sécurité sociale, parce que je suis tombée sur une question de l'exercice coordonné, qui était le cœur de mon métier à Gécolib. Bon, assez simple pour le coq, sur un lit double, ça fonctionne, non? Sur des équipements comme ça. Mais d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on peut recevoir un usager avec son animal de compagnie? C'est toujours un débat dans les D'accord, établissements. ok. Il y a des établissements qui le permettent, d'autres qui ne le permettent pas. La question, c'est de savoir, voilà, en termes d'hygiène, d'entretien, ça pose toujours la question, le jour où la personne n'est plus capable de Bien s'occuper sûr. de son chat, de son animal, comment l'établissement est-il en capacité de prendre le relais ou pas? D'accord, très bien. Donc, pour nos auditeurs qui auront peut-être cette question, il y a déjà les éléments de réponse. Est-ce que tu as un ou deux conseils de lecture, des livres qui te semblent voilà, assez pertinents pour peut-être rentrer dans ce domaine qui est le médico-social, dans ses fonctions de directrice d'établissement? Souvent, les questions, elles sont quand même très axées sur le grand âge, parce que c'est majoritairement les établissements vers lesquels on peut aller en sortie de poste, ou en tout cas qui sont très représentés dans le champ du public. Donc, une lecture comme La vieillesse de Simone de Beauvoir, c'est par exemple quelque chose qui peut resservir et être mobilisé assez facilement, que ce soit pour les profs de culture G à l'écrit comme à l'oral.
Sur les questions sociales, je sais que ce que j'avais trouvé de plus pointu et en tout cas de plus fourni, mais vraiment sur l'aspect assez technique, si on veut aller chercher des chiffres d'actualité, des clés de compréhension, souvent les articles sur la partie sociale des Échos sont assez bien fournis et assez bien recherchés. Si après on veut aller plus sur le sens qu'on veut donner aux politiques publiques en ce moment du grand âge, ça va être très classiquement les rapports Libaud qui sont assez clés. D'accord, donc 2 conseils de lecture un petit peu différents, Simone de Beauvoir d'un côté, Les Échos de l'autre, et les rapports de Dominique Libaud. Je mettrai les références dans la description de l'épisode. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Mon mot de la fin, c'est croyez en vous et passez les concours. Des fois, c'est pas parce qu'on a un parcours qui peut être atypique et qu'on n'a pas fait Sciences Po que les concours, c'est pas pour nous. Et voilà, je crois que s'engager pour la fonction publique, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant et de stimulant en tout cas. Super, merci. T'en es le parfait exemple. Je crois que ton parcours l'a montré. Et puis la diversité d'émissions que tu occupes donnera, je l'espère, de la motivation pour nos éditeurs. Et je te remercie, Eve, pour le temps que tu nous as accordé. Et je vous dis à tous à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, et surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.